page des livres. C'est le livre Flic. On rappelle que tu as été flic et plus que ça, même à Lyon. Oui, effectivement, j'ai été 35 ans flic à Lyon. Alors, si on devait retenir effectivement de ta carrière un certain nombre d'affaires que tu as résolues, parce que c'est ça aussi un flic, des affaires, laquelle retiens-tu qui est dans ce livre? Alors, celle qui m'a vraiment marqué, c'est une affaire qu'on a fait en 90, qu'on a arrêté en flagrant délit de braqueur, des braqueurs extrêmement actifs et dangereux, et qui avait tué à cause de ses revenus. Alors merci pour ce témoignage, mais Michel, à un moment donné, donc, on en a donné d'ailleurs l'histoire au dîner chez Tata, c'est qu'à un moment donné, pour trouver des malfaiteurs, il faut infiltrer les réseaux. Et quand on infiltre les réseaux, on sympathise forcément avec un certain nombre de personnes, et à partir de quand il y a ce que l'on va reprocher finalement collusion, et à partir de quand, justement, les choses finissent par se mettre. C'est toute la problématique. La problématique, c'est que vous avez besoin d'informations pour infiltrer, pour démanteler des opérations de grand banditisme ou de délinquance organisée. Donc vous avez besoin d'informateurs. Donc vous avez besoin de recruter des informateurs. Donc déjà, la première question, c'est comment est-ce qu'on fait pour recruter un informateur? Comment est-ce qu'on peut cibler la personne qui va jouer ce rôle-là? Le moment où j'ai recruté mon meilleur informateur, c'était un objectif. On travaillait sur le niveau de faire tomber. Et c'est un mec qui faisait des opérations d'importation de produits stupéfiants à grande échelle. Et après avoir réussi une opération, il s'était fait braquer chez lui avec sa femme et ses enfants. Il aurait eu tout son argent. Et là, donc, je dirais qu'il était mûr psychologiquement. Parce que j'ai un informateur, je dirais que c'est un investissement, même si je n'aime pas le terme. Donc, je protège. Donc, j'interroge régulièrement les personnes qui l'entourent. Ce qu'il faut savoir, c'est que les informateurs sont gérés par un bureau, on appelle le bureau central des sources. Et comment est financé le bureau central des sources? Il faut savoir, chaque année, toutes les affaires de stupéfiants qui sont faites par la police, la gendarmerie, amènent des saisies d'argent, des saisies de biens immobiliers, des saisies de voitures. Et les saisies d'argent sont systématiquement transmises à la mission interministérielle de piratage. Et cette mission interministérielle donne le service centralisé, une manne financière, qui sert à les informateurs. Concrètement, c'est l'argent pris sur les affaires politiques qui finance les renseignements qui permet de faire. Alors, évidemment, la question qu'on a envie de se poser très vite, c'est qu'il y a un problème certainement de dialogue entre la justice et la police, d'une certaine manière. Est-ce que les juges, finalement, ne sont pas des gens qui ont été recrutés à l'ENM pour leur intelligence, et puis qui ensuite sont obligés de suivre des lois, et la loi rien que la loi, et au final, on se retrouve dans des situations comme ça où finalement la justice reproche à la police de régler des affaires. Ah, oui, alors le magistrat, il est dans son rôle. Son rôle, c'est d'avoir l'application stricte de la loi. C'est la philosophie de la loi, quoi, plus que la loi. Le constat, c'est que les magistrats, en matière de lutte contre le grand banditisme, sont un peu déconnectés de cette histoire. Ils ne peuvent pas l'étudier. Donc on ne leur dit pas. Et si on ne leur dit pas, ils vont vous reprocher de ne pas avoir été honnête et transparent avec eux. Vous ne pouvez pas l'être. Parce que si vous l'êtes, ils ne peuvent pas vous donner la C'est pas un peu j'accepte de ne pas savoir, mais je ne veux surtout pas savoir. Mais je pense que c'est. Je ne veux pas savoir. C'est pas mon problème. Et par contre, moi j'étais passé sur écoute. Donc, vous savez, forcément, vous avez les écoutes. Et moi, je ne me fais pas de mon téléphone. J'étais à 100 lieues de penser que quelqu'un était capable de m'écouter. Et bon, il y a quelqu'un qui m'a écouté pendant 6 mois. Et évidemment, pendant 6 mois, j'avais contact avec les informateurs. Et donc, des démarches qu'on allait considérer comme en dehors de la norme. Michel Néret, est-ce que à la fin de cette histoire, quel est votre état d'esprit? Parce que donner 30 ans à la police et puis finalement se retrouver en prison, ça doit être un peu au minimum frustrant et certainement tu dois ressentir une grande colère. Comment expliques-tu ces choses? Parce que c'est difficile. La colère, je l'ai eue tout au début, forcément, parce que lorsque vous êtes arrêté, déjà il y a le traumatisme de l'arrestation, le domicile, avec ma famille.
ma femme, ma fille, avec une escouade de policiers. Il y a une vingtaine de policiers qui sont vers ma maison, comme si je représentais un danger pour la société. J'aurais compris une interpellation faite avec 3-4 policiers, mais un policier, c'est déjà hyper traumatisant. D'ailleurs, je pense que psychologiquement, c'était peut-être aussi ce qu'ils espéraient. Et après, vous avez une psychologie personnelle. Moi, j'ai vu dans ma vie des malheurs avec ma famille, j'ai pas ma père, ma mère, mon frère, ça endurcit beaucoup. Et on est en prison, on pense à la mort. Très franchement, c'est pas la sienne, on pense à la mort de tous les proches qui ont disparu. Et vous dites, la mort, c'est vraiment la seule prison, parce que c'est la fin. Moi, je savais que ça n'allait pas durer. J'ignorais combien de temps j'allais rester en prison. Je me doutais que ça allait être plusieurs mois. Voilà, vous êtes dans votre monde, vous avez après vos activités, vous écrivez, vous lisez beaucoup, parce que en préventive, vous êtes enfermé 19 heures par jour dans une cellule. Vous sortez 5 heures, 2 heures le matin, 2 heures et demie, 2 heures et demie l'après-midi. Vous avez commencé à écrire ce livre-là? Alors, très franchement, non. Quand j'étais en prison, et quand je voyais les informations incriminantes à la télévision, je me disais, putain, mais quand je vais sortir, mais je vais être le paria, quoi. Je suis scarfaliste. Et je me suis dit, quand je vais sortir, je vais me cacher, je vais me parler de moi. Et quand je suis sorti de prison au bout d'une heure, et que j'étais assigné en résidence en Lorraine, qui est ma région d'origine, et que j'ai vu avec le soutien des gens, le capitaine Saint-Adèle, ça m'a déjà beaucoup réconforté. Je suis un auteur de circonstances, par rapport à tous mes collègues qui m'entourent, qui sont des vrais auteurs professionnels. Donc moi je me suis plus un grand large de ce combat. Et c'est vrai que le monde des réditions, du savoir vivre, j'ai rencontré un tas de gens, de personnes attachantes. Et franchement, comme on écrivait souvent en disant, les figurants, je vais reconstruire une nouvelle vie. Je reconstruis progressivement une nouvelle vie qui est loin, qui est très éloigné de mon monde policier et de l'adrénaline quotidienne, mais il est différent. Et j'apprécie aussi ce moment-là parce que j'ai eu ces 8 mois de prison, ces 8 mois d'enfermement, et que ces 8 mois nous permettent de prendre de recul sur la vie. Franchement. Est-ce que Michel a des projets à venir là? Voilà, alors j'ai un projet, oui, parce que ce livre, les droits d'une adaptation cinématographique ont été achetés par des maisons de production parisiennes qui ont choisi comme réalisateur. Généré. Si tout ça, c'était à refaire. C'est souvent la question qu'on me pose. C'est vrai. Alors, c'est difficile de dire je prendrais les 90% de la vie et j'en laisserai les 10%. Il faut apprécier la vie dans sa globalité. Et comme je dis souvent, j'ai mangé du miel pendant les 35 ans de vie professionnelle. Alors il y a ces 6 mois qui ont gâché beaucoup de choses, mais si c'était à refaire, je reprendrais globalement exactement la même vie. Vous avez continué à avoir une famille après Voilà. Évidemment oui, parce que tous les gens qui ont travaillé avec moi pendant 35 ans ne se reconnaissaient pas du tout dans le portrait qui était dressé par les médias à l'origine de la. Donc j'ai au niveau du monde policier, que c'est autant aussi bien police que gendarmerie, une très bonne réputation de policier, parce que ils savent que j'ai mouillé le maillot, ils savent que j'ai fait des réflexions, que j'ai fonctionné comme un flic à l'ancienneté, j'ai fonctionné comme ça, et donc j'ai eu le respect de leur part. Et je me rends compte à chaque fois que je suis contrôlé ou accosté par un policier ou un gendarme. Ils me reconnaissent et franchement, c'est extrêmement rare d'avoir un retour assez négatif au niveau du contact avec ces personnes-là. Donc oui, j'ai gardé d'excellents souvenirs. Alors ça a été difficile parce que la instruction m'a interdit, dans mon contrôle judiciaire, tout contact avec les policiers. maintenant, petit frère, quoi? Vous écrivez. Maintenant, c'est ça. Et ma femme a une activité professionnelle, elle a un hôtel, donc je l'aide dans la gestion de son hôtel. Je n'en étais jamais occupé pendant 35 ans. Maintenant, je deviens réceptionniste, flashiste. Donc j'ai changé totalement de profession et de rapport de vie professionnelle, totalement. Voilà. Comment est-ce que vous analysez la crise de la police actuelle? Très franchement, aujourd'hui, on forme les commissaires de police pour être non pas des praticiens ou des techniciens, mais pour être des managers, des DRH,
Ils sont tous, je dirais, obnubilés par une certaine comptabilité, de chiffres, par des indices de performance. C'est plus des techniciens qui sont des professionnels du terrain. Donc je pense qu'il y a une rupture qui s'est faite entre le monde de la base et le monde de la hiérarchie. Et la base considère que la hiérarchie est trop décalée par rapport au travail opérationnel. Dans le film avec votre ami Pierre Marchal, est-ce que vous avez un problème avec Je respecte toujours les professionnels, donc c'est pas le métier. Le policier et acteur, c'est pas du tout le même métier. Donc, ce sera un acteur professionnel. Je voulais juste te dire merci, parce que je sais que tu es venu de loin, tu es venu en voiture, merci d'être là, la plage est libre, et franchement, je suis ravi, et parfois il faut savoir dire merci. Merci à chacun et à chacune d'avoir participé.